Cette vidéo est complémentaire aux deux précédentes vidéos qui traitent des chapitres 1 et 2 du livre. Comment être aimé et influent, le livre aux 40 millions d'exemplaires. Tu trouveras le lien quelque part dans cette vidéo ou dans la description. Et comment améliorer sa relation avec les autres, le livre aux 40 millions d'exemplaires. Je te laisse le lien en description. Va les checker une fois que tu as fini cette vidéo. Elles sont complémentaires et je suis sûr qu'elles te plairont. En attendant, je te souhaite un bon visionnage. Ah, et j'oubliais, dans le cas où tu aurais déjà vu l'une des deux premières vidéos, tu peux passer l'introduction et aller directement au principe, ça se trouve à la 3e minute. Souhaites-tu rendre agréable, harmonieuse et constructive tes relations professionnelles et personnelles? Si ta réponse à cette question est oui, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Le livre que nous allons étudier aujourd'hui est l'un des livres les plus lus au monde puisqu'il s'est vendu à pas moins de 40 millions d'exemplaires, se plaçant devant des monuments tels que 1984 de George Orwell ou encore le journal d'Anne Frank. Il s'intitule Comment se faire des amis et influencer les gens et a été écrit par Dale Carnegie. Nous verrons comment les principes enseignés dans ce livre peuvent faire de toi une personne plus appréciée par tes amis, ta famille et tes collègues, peuvent te permettre de faire plus de chiffres, d'être promu ou encore d'être un manager efficace et apprécié. Mais d'abord, tu te demandes peut-être pourquoi Dale Carnegie en serait plus que le commun des mortels sur les relations et sur l'influence. Pour te répondre, laisse-moi te parler de son parcours. Tout d'abord formateur à l'art de l'éloquence ou plus précisément l'art de s'exprimer avec plus d'aisance, de puissance et de clarté dans les discours publics aussi bien que dans les entretiens ou réunions, il se rendit rapidement compte qu'il manquait quelque chose à sa formation. Ce quelque chose, c'était l'art de rendre harmonieux, agréable et constructif les rapports professionnels et personnels. Il se mit donc en quête d'un ouvrage qui pourrait lui enseigner cette psychologie pratique, mais ne le trouvant pas, il décida de l'écrire. Pour cela, il étudia toutes les œuvres des philosophes classiques et des psychologues modernes qu'il put trouver et interviewa quelques-unes des personnalités les plus influentes de son époque. On peut notamment citer Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique et du cinéma aux côtés des frères Lumière, mais surtout connu pour être l'inventeur le plus prolifique de son temps avec plus de 1000 brevets déposés. On peut citer Franklin D. Roosevelt, considéré comme le plus grand président américain du XXe siècle car c'est à lui que l'on attribue l'obtention du statut de superpuissance pour les États-Unis. Aux côtés de ces deux monuments, on peut citer James Farley qui était directeur du service des postes des États-Unis ou encore Owen D. Young, président de la General Electric. L'entreprise fondée par Edison est considérée comme l'une des premières puissances industrielles mondiales. En rajoutant tout ce qu'il avait appris à son expérience en tant que formateur à l'art de l'éloquence, il enseigna et peaufina au fil des retours d'expérience de ses élèves durant 15 ans les principes qui sont enseignés dans ce livre. Maintenant que les bases sont posées, voyons les principes. Ce que je te propose pour tirer le meilleur parti de cette vidéo, c'est de la mettre en pause après chaque principe et d'y réfléchir. Réfléchis quand et comment tu peux mettre en application ce principe dans ta vie. Ce que je te propose aussi, c'est de prendre des notes ou alors de visionner cette vidéo plusieurs fois pour bien ancrer dans ton esprit ces principes qui, je l'espère, pourront changer ta vie pour le meilleur. Je te souhaite un bon visionnage. Pourquoi vouloir prouver à un homme qu'il a tort? Est-ce là le moyen de te rendre sympathique à ses yeux? Pourquoi ne pas le laisser sauver la face? Le meilleur moyen de l'emporter dans une querelle, c'est de l'éviter. En effet, 9 fois sur 10, chacun des adversaires se retire du débat, plus que jamais convaincu d'avoir raison. Ces batailles-là, personne ne les gagne. En effet, si tu perds, et si tu gagnes, tu perds aussi. Tu as fait sentir à ton adversaire son infériorité, tu as blessé son amour-propre, son orgueil, en lui prouvant qu'il avait tort. Comme le disait l'excellent meneur d'hommes Benjamin Franklin, à force d'argumenter et de batailler, vous parviendrez peut-être à confondre votre interlocuteur, mais votre victoire sera inutile car vous n'obtiendrez jamais l'accord sincère de votre adversaire. Alors oui, tu as raison, 100 fois raison, et tu t'acharnes à le démontrer. Mais pour ce qui est de changer l'opinion de ton adversaire, tes efforts se révèlent aussi vains que si tu avais tort. Souviens-toi de ce dicton. Homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. Abraham Lincoln était lui aussi considéré comme un excellent meneur d'hommes. Et voici ce qu'il disait. L'homme qui veut se perfectionner et s'élever n'a pas de temps à perdre en querelles personnelles. Elles aigrissent son caractère et lui font perdre maîtrise de lui-même. Ne crains pas de faire quelques concessions. Mieux vaut abandonner le chemin à un chien plutôt que d'être mordu en lui disputant le passage. Pour éviter qu'un différend ne se transforme en dispute, voici le protocole. 1. Ne cède pas à ta première impulsion. Souvent, c'est une réaction de défense qui n'est pas dictée par le meilleur de toi-même. 2. Maîtrise ta colère. Souviens-toi que l'on juge un homme sur ce qui peut le mettre en colère. 3. Commence par écouter.
Ne discute pas, n'oppose pas de résistance, ne te défends pas. Car cela crée des barrières. Essaye plutôt de construire les ponts de la compréhension. 4. Cherche des terrains d'entente parmi les idées évoquées par tes antagonistes. 5. Sois honnête quant au point où tu as tort, sois honnête quant à tes erreurs. Cela aidera à désarmer tes adversaires et réduira leur attitude défensive. 6. Promets de réfléchir aux idées évoquées par tes antagonistes, de les étudier avec soin, car il se peut qu'ils aient raison. Promets de réfléchir pour qu'ils évitent de te faire remarquer. Nous avons essayé de te le dire, mais tu as refusé d'écouter. 7. Remercie sincèrement tes adversaires de leur intérêt. Prends l'habitude de considérer tes contradicteurs comme des personnes souhaitant réellement t'aider et il se peut que tu t'en fasses des amis. 8. Enfin, ajournez votre action pour permettre aux deux parties en présence d'examiner en détail le problème. Ce principe est complémentaire au principe précédent. Theodore Roosevelt, l'un des 4 présidents américains qui a reçu le prix Nobel, disait qu'il ne pouvait être sûr de son jugement plus de 75 fois sur 100. Si tel était le degré que pouvait espérer atteindre l'un des hommes les plus distingués du XXe siècle, alors qu'en est-il de toi et moi? En effet, si tu pouvais être certain de ton jugement ne serait-ce que 50 fois sur 100, il ne te resterait plus qu'à t'installer à Wall Street, gagner $1 million par jour, acheter un yacht et épouser une star. Socrate disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Alors, lorsque tu n'es pas de l'avis de quelqu'un, pourquoi ne pas lui dire « Je peux me tromper, voyons cela ensemble ». James Harvey Robinson, l'homme qui transforma l'étude et l'enseignement de l'histoire aux États-Unis et co-créa la New School for Social Research, l'une des meilleures universités au monde dans le domaine des sciences humaines et sociales, disait « C'est avec légèreté que nous formons nos convictions, mais il suffit qu'on menace de nous les arracher pour que nous prenions pour elles une passion farouche. Ce n'est pas tant nos idées que notre amour-propre que nous craignons de voir en danger. » Lorsque nous avons tort, nous nous l'avouons à nous-mêmes. Nous le confessons même aux autres s'ils savent nous prendre avec toute la douceur et la diplomatie voulue. Benjamin Franklin, élu par le peuple américain comme le 5e homme le plus important de l'histoire des États-Unis, considérait, je cite, « C'est grâce à cette méthode éviter toute résistance ouverte aux opinions de mon adversaire et toute affirmation trop positive de mes opinions, que je dus l'approbation de mes concitoyens quand je proposais de nouvelles institutions et ma grande influence dans les assemblées publiques après mon élection, car j'étais en effet un piètre orateur, hésitant, peu sûr de mon vocabulaire et dépourvu de toute éloquence. Jésus disait, sois prompt à partager l'avis de ton adversaire. Et alors tu pourras faire de tes opposants tes alliés. Ce principe est complémentaire aux 2 principes précédents. Lorsque nous savons que nous méritons une remontrance, prenons les devants et faisons notre mea culpa. Hâtons-nous de dire de nous-mêmes toutes les choses déplaisantes qu'allait exprimer l'autre personne. Car non seulement cela va la désarmer, mais en plus ce sera plus acceptable pour nous que de l'entendre de sa bouche. Il y a 99 chances sur 100 que cette personne adopte ensuite une attitude généreuse et clémente et ferme les yeux sur nos fautes. Ainsi, avoir le courage de reconnaître ses fautes procure une certaine satisfaction, car non seulement elle nous libère du sentiment de culpabilité, mais elle permet aussi souvent de résoudre les problèmes liés à nos erreurs. Le premier imbécile venu peut essayer de justifier ses fautes, mais l'homme qui a le courage de les reconnaître s'élève au-dessus de la masse. Ce fut le cas du général Lee, commandant des armées sudistes et chef vénéré par ses hommes. Bien qu'il aurait pu trouver des dizaines d'excuses pour justifier la défaite subie par ses hommes lors de la plus importante bataille contre les armées nordistes, il décida d'en assumer l'entière responsabilité et remit sa démission à Jefferson Davis, le président alors des États sudistes, lui demandant de nommer à sa place quelqu'un de plus jeune et de plus capable que lui. Et bien devine quoi, Jefferson Davis refusa sa démission et ses hommes n'en eurent que plus de respect pour lui. Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une pinte de fiel. Voilà la sage maxime que nous rappelait Lincoln, l'homme qui mit fin à l'esclavage aux États-Unis, pour nous expliquer que si nous souhaitons rallier à notre cause un homme, il faut d'abord le persuader qu'il est notre ami. C'est ce que fit John D. Rockefeller Jr., le directeur de la Société des combustibles et métaux du Colorado. En effet, après le saccage de ses usines par des mineurs et une violente altercation entre ces derniers et la milice, il était l'homme le plus détesté du Colorado. Cela car de nombreux mineurs avaient perdu la vie lors de cet incident qui faisait suite à une grève pour l'augmentation des salaires. Tenu comme responsable et souhaité pour mort par la plupart de ses employés, il n'avait que très peu de chances de retourner la situation. Et pourtant, connaissant la maxime rappelée par Lincoln, c'est ce qu'il fit
suffit. Cela en débutant son discours devant le directeur de la compagnie et les représentants du personnel comme ceci. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. C'est la première fois que j'ai la chance et le plaisir de rencontrer à la fois les représentants du personnel de cette grande maison, ses administrateurs et ses chefs. Je vous assure que je suis fier d'être ici et que je me souviendrai de cette réunion aussi longtemps que je vivrai. Si cette assemblée s'était tenue il y a 2 semaines, je ne serais pour la plupart d'entre vous qu'un étranger. Mais il y a quelques jours, j'ai visité tous les camps des bassins miniers du Sud, je me suis entretenu avec vos représentants, j'ai visité vos foyers, j'ai parlé avec vos femmes et vos enfants. C'est pourquoi nous nous voyons ici, non comme des adversaires, mais comme des amis, et c'est dans cet esprit de sympathie mutuelle que je suis heureux de pouvoir discuter avec vous de nos intérêts communs. C'est aussi à votre courtoisie que je dois d'être admis dans cette réunion des directeurs de la compagnie et des représentants du personnel, car je n'ai l'avantage de ne faire partie ni du premier groupe ni du deuxième. Et pourtant, je me sens intimement associé à vous tous, car en un sens, je représente à la fois le patronat et les travailleurs. Ce principe s'applique aussi à la vie de tous les jours. Prenons par exemple l'un des participants aux formations de l'auteur, que nous appellerons ici Charles, qui informa son propriétaire par lettre qu'il quitterait son appartement à la fin de son bail, car le loyer étant augmenté, il ne pouvait pas se permettre de le payer. Nombreux des voisins avaient eux aussi essayé de baisser leur loyer, mais le propriétaire semblait être intraitable là-dessus. Mais connaissant le principe, lorsque le propriétaire se présenta accompagné de son secrétaire, Charles l'accueillit avec un grand sourire, lui parla de toutes les qualités de l'appartement et de combien il appréciait vivre à l'intérieur, le félicita sur la manière de gérer son immeuble et lui dit qu'il aimerait beaucoup rester mais que le loyer actuel, il ne pouvait pas se le payer. Eh bien, devine quoi, le propriétaire lui confia tous les ennuis qu'il avait eu avec tous ses locataires et lui dit qu'il était très appréciable de trouver un locataire comme lui. Il lui proposa même de baisser son loyer. Lorsque Charles proposa un loyer sensiblement moins élevé que celui actuel, le propriétaire accepta sans discuter. Tu veux te faire des amis plutôt que des ennemis, alors souviens-toi de la maxime, une goutte de miel attire plus de mouches qu'une pinte de fiel, et commence toujours ton discours de manière amicale. Le spécialiste de la psychologie et sociologie moderne Harry Overstreet écrivait dans son livre L'art d'influencer la conduite humaine: quand une personne dit non, tout son orgueil exige qu'elle garde une attitude constante, qu'elle continue à dire non. Tout son organisme, ses glandes, ses muscles, ses nerfs se contractent en attitude de refus. On observe généralement, à un degré faible mais parfois perceptible, une rétractation physique. Tout l'être est sur la défensive, tout le système neuromusculaire se met en garde contre le consentement. Au contraire, lorsqu'une personne dit oui, tout son organisme adopte une attitude consentante et réceptive. Socrate, le créateur de la philosophie morale, utilisait une méthode qui est aujourd'hui appelée la méthode socratique, qui consistait à poser des questions de telle sorte à ce que son interlocuteur se convainque lui-même de ce dont Socrate souhaitait le convaincre. Et bien souvent, ces questions entraînaient une série d'acquiescements de la part de son interlocuteur. L'un des représentants de la société Westinghouse et participant aux formations et conférences de l'auteur mit en application le principe que nous étudions ici pour obtenir une vente qui semblait bien mal engagée. En effet, après avoir passé 3 ans à démarcher une entreprise, il réussit enfin à leur vendre quelques moteurs. Cette vente, selon le directeur technique, si bien sûr les moteurs donnaient satisfaction, mènerait à une plus grosse de 700 moteurs cette fois pour une valeur de 35 000 $. Je te rappelle que pour l'époque, 35 000 $, c'est beaucoup d'argent. Eh bien, figure-toi que cette vente faillit ne pas avoir lieu. Heureusement, Joseph connaissait le principe. En effet, lorsqu'il rendit visite au directeur technique pour valider la nouvelle vente, celui-ci lui dit que les moteurs chauffaient trop et que donc on se brûlait la main en les touchant. Eh bien, Joseph, plutôt que de discuter et d'essayer de se défendre, connaissant la fiabilité de ses moteurs, aborda le sujet comme ceci. Ouais, vous avez raison, monsieur Smith. Nos moteurs chauffent trop, vous devez arrêter de nous en commander. Il vous faut des moteurs dont la température n'excède pas les règles établies par l'Association nationale des fabricants de fournitures électriques, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, Joseph. Les règles de cette association stipulent qu'un moteur bien conçu peut normalement atteindre une température supérieure de 22 degrés à la température ambiante. Est-ce exact? C'est exact, mais vos moteurs chauffent bien plus que ça. Pourriez-vous me donner la température de la pièce, s'il vous plaît, monsieur Smith? Oui, bien sûr, il me semble que c'est 24 degrés. 24 degrés, ok, parfait. Rajoutons 22 degrés à ces 24, nous arrivons donc à 46 degrés. N'avez-vous pas peur de vous brûler si vous passez votre main sous un robinet d'eau chaude à 46 degrés? Ah, eh bien si, effectivement. Il serait peut-être préférable d'éviter de toucher des moteurs dans ce cas. Ma foi, Joseph, vous avez raison.
Et Joseph obtint finalement la vente. Donc si tu veux augmenter l'influence que tu as sur les autres, souviens-toi de ce principe, pose des questions qui font dire oui immédiatement. La plupart des gens, quand ils essayent de convaincre leur interlocuteur, parlent trop. Laisse donc l'autre vider son sac. Il connaît mieux que toi son affaire et ses problèmes. Pose-lui des questions et laisse-le s'exprimer librement. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu seras tenté de l'interrompre, mais n'en fais rien, c'est dangereux. En effet, il ne t'écoutera pas tant qu'il ne sera pas libéré de toutes les idées qu'il souhaite exprimer. Accorde-lui ton attention pleine et sincère, écoute-le avec impartialité et patiemment, laisse-lui la possibilité de dévoiler le fond de sa pensée. Alors, écouter sincèrement les autres et t'intéresser réellement à leur point de vue sont deux principes dont je te parle dans la vidéo précédente, comment être aimé et influent. Je te rappelle que le lien est disponible en description, va la checker une fois que tu as fini celle-ci pour comprendre de quelle manière ces deux principes sont essentiels dans notre relation aux autres. Les idées que tu découvres par toi-même ne t'inspirent-elles pas plus que les idées que l'on te présente sur un plateau d'argent? Si cela est vrai, ne penses-tu pas qu'il est maladroit de vouloir imposer à tout prix tes opinions à tes interlocuteurs? Ne serait-il pas plus sage de leur faire quelques suggestions à droite et de leur laisser tirer leurs propres conclusions? Le président Woodrow Wilson, l'un des 4 présidents des États-Unis à avoir obtenu le prix Nobel de la paix, mais aussi le président fondateur de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, avait pour conseiller privé le colonel House. Il tenait le colonel en grande estime et le consultait davantage que les membres de son propre parti. Le colonel House expliquait à l'auteur que lorsqu'il souhaitait convertir le président à une idée, il la mentionnait négligemment devant lui, la semant comme une graine dans son esprit, sans insister, simplement pour que le président puisse l'entendre. Il lui suffisait ensuite en général d'attendre quelques jours pour que les présidents se la soient appropriée. Il importait peu pour le colonel House que les gens sachent que l'idée venait de lui. Ce qu'il voulait, c'était des résultats et il les obtenait ainsi. C'est aussi en laissant croire à l'un de ses clients que l'idée venait de lui qu'Eugène, l'un des participants aux formations de l'auteur, obtint sa première commande qui mena à de nombreuses autres. Cela faisait plusieurs années qu'il présentait ses dessins à l'un des plus importants fabricants de tissus, broderies et costumes de New York sans que celui-ci ne les accepte. Il décida donc d'appliquer le principe et vint lui rendre visite cette fois avec des esquisses, lui demandant comment il devait les compléter pour que celui-ci lui les commande. Il les fit ensuite compléter suivant les instructions du fabricant et lui renvoya. Et devine quoi, celui-ci lui commanda toutes les esquisses. Eugène consulta le fabricant pour ses goûts et ses désirs. Il le laissa créer par lui-même, l'idée venait de lui. Souviens-toi bien de ceci. Même si ton voisin est complètement dans l'erreur, lui ne pense pas se tromper. Alors ne le condamne pas, parce que le premier sauve-nu peut condamner, mais essayer de le comprendre, c'est là le fait des êtres sages, tolérants, voire même exceptionnels. Pour penser et agir comme il le fait, ton voisin a une raison. Découvre ce motif caché et tu comprendras le secret de ses actes et probablement de sa personnalité. Efforce-toi sincèrement de te mettre à sa place. Demande-toi quel sentiment éprouverais-je, quelle réaction aurais-je si j'étais dans ses souliers. Et alors tu t'épargneras du temps et des nerfs et tu t'amélioreras considérablement dans l'art de mener les hommes. Considère, écrivait un psychologue, le contraste qui existe entre l'intérêt passionné que tu portes à tes propres affaires et la tiède attention que tu portes au reste du monde. Songe bien que tous les hommes éprouvent ce que tu éprouves. Comme Lincoln et Roosevelt, tu auras saisi le seul fondement solide des relations interpersonnelles, à savoir que notre réussite dans notre relation aux autres dépend de notre capacité à comprendre profondément le point de vue de l'autre. Si tu ne devais garder qu'un seul principe de cette vidéo, ce serait celui-ci. Apprends à considérer en toutes circonstances le point de vue d'autrui autant que le tien et tu verras alors tes relations s'améliorer et ton influence grandir. Souhaiterais-tu connaître une phrase qui te permettrait de dissiper les rancunes, d'éviter les querelles, de stimuler les bonnes volontés et d'obtenir l'attention totale et l'écoute attentive de tes interlocuteurs? Si oui, alors la voici. Je comprends tout à fait ton attitude, si j'étais toi, j'aurais probablement la même. Une réponse comme celle-ci calmera même l'interlocuteur le plus coriace et tu peux la donner en étant parfaitement sincère car effectivement, si tu étais dans ses souliers, tu réagirais exactement de la même manière que lui, que elle.
Prenons l'exemple d'Al Capone, le parrain célèbre de la mafia de New York. Si tu avais hérité de son tempérament, de son corps, de son esprit, que tu avais vécu dans le même entourage que lui et connu les mêmes expériences, alors tu saurais exactement qui il a été, car ce sont ces éléments qui font de lui qui il était. Tu n'es pas un serpent à sonnette, car tes parents n'étaient pas des serpents à sonnette. Ne tire aucune vanité d'être tel que tu es. Les personnes qui viennent à toi irritées, bornées, discutailleuses ne sont pas à blâmer. Accorde-leur plutôt ta sympathie, plains-les. Dis-toi, si Dieu l'avait voulu, je serais cette personne-là. Les 3/4 des personnes que tu rencontreras dans ta vie ont cruellement soif de sympathie et de compréhension. Accorde-leur et tu verras qu'elles t'adoreront. C'est ce que fit l'auteur lorsqu'après une émission de radio qu'il avait menée portant sur Louisa May Alcott, il reçut une lettre incendiaire de la part d'une dame originaire de Concord dans le Massachusetts, la ville dans laquelle Louisa May avait conçu la plupart de ses œuvres. En effet, cette dame avait pris le temps de lui écrire cette lettre car l'auteur s'était trompé dans son émission de ville en parlant de Concord dans le New Hampshire. D'abord bien résolu à l'incendier à son tour, lorsqu'il l'appela, il changea d'avis. Il s'excusa de son erreur, la remercia d'avoir écrit cette lettre, reconnut pleinement sa bêtise, l'exagérant même un petit peu. Et bien devine quoi, cette dame s'excusa à son tour d'avoir écrit la lettre incendiaire, le remercia de son appel et lui dit qu'elle prendrait plaisir à le connaître car il semblait être quelqu'un de bien. Tous nous avons besoin de sympathie. L'enfant s'empresse d'exhiber sa coupure, sa bosse, voire même de se cogner pour se faire plaindre et cajoler. Les adultes décrivent longuement leurs maladies, leurs accidents ou encore leurs opérations chirurgicales. Que ces malheurs soient réels ou imaginaires, une chose est sûre, l'homme se complaît dans la pitié de lui-même. J.P. Morgan, l'un des hommes les plus influents de son temps, observait que l'homme a généralement deux raisons d'agir, l'une qui fait bien et la vraie. Bien évidemment, la deuxième lui est connue, mais idéaliste dans l'âme, il préfère mettre en avant ses motivations honorables. C'est pourquoi, si tu souhaites influencer les autres, fais appel à ce qu'ils ont de plus noble en eux. C'est ce que fit Mathieu, l'un des participants aux formations de l'auteur, lorsque le locataire d'une de ses maisons de campagne lui annonça, après y avoir passé l'été, qu'il la quittait pour l'hiver, sachant que l'hiver à l'époque était une période particulièrement difficile pour retrouver des locataires. Il faut savoir aussi qu'un bail avait été signé entre les deux parties, stipulant que si le locataire partait avant l'hiver, il devrait régler la totalité du solde de ses loyers d'hiver à son propriétaire, c'est-à-dire à Mathieu. Mais plutôt que de dénoncer cela à son locataire et de le menacer de le poursuivre en justice, Mathieu décida de faire appel en lui à des sentiments plus nobles. Lorsqu'il le vit, il lui dit que des années d'expérience dans son métier l'avaient éclairé sur la nature humaine et que de prime abord, il l'avait jugé comme un homme de parole, un homme d'honneur. Il lui dit qu'il lui laissait jusqu'à la fin du mois pour y réfléchir, qu'il reconnaîtrait s'être trompé s'il maintenait sa décision de partir en hiver, mais insista toujours sur le fait qu'il n'avait qu'une parole. Et bien devine quoi, à la fin du mois, le locataire vint le voir après avoir consulté sa femme et décida de rester en lui disant que c'était la seule conduite honorable à tenir. Un autre exemple d'appel au sentiment noble nous est donné par Cyrus Curtis. Il était un puissant éditeur de magazines aux États-Unis à l'époque et n'arrivait pas à obtenir la collaboration de Louisa May Alcott qui était une grande écrivaine. Il finit par l'obtenir lorsque Louisa May découvrit qu'il avait émis un chèque non pas pour elle, mais un chèque pour une association caritative qu'elle protégeait. Donc, souviens-toi de ce que disait J.P. Morgan, si tu souhaites influencer les autres, fais appel à ce qu'ils ont de plus noble en eux. Il y a de nombreuses années de cela, le Philadelphia Evening Bulletin fut l'objet de rumeurs sournoises. On disait aux annonceurs qu'il contenait trop de publicité et pas assez de texte et que donc les lecteurs y perdaient leur intérêt. Il fallait agir vite, faire cesser ces bruits, mais la question était comment. Le bulletin décida de découper tous ces textes non publicitaires dans une de ses éditions courantes, de les classer et de les publier sous la forme d'un livre qu'il intitula Une journée. Celui-ci contenait 307 pages, donc la moyenne habituelle pour un livre, et pourtant l'ensemble, articles, fiction et nouvelles, avait été publié dans une seule parution du bulletin et avait été vendu pour la fraction du prix d'un livre. Cette publication mit en lumière le fait que le bulletin contenait une énorme quantité de textes intéressants. Elle frappa les esprits de manière plus vivante, attrayante et convaincante que des masses de chiffres ou d'arguments n'auraient pu le faire. Il faut du spectaculaire. Affirmer une vérité ne suffit pas. Il faut frapper l'imagination, rendre les faits vivants, intéressants, impressionnants. C'est ce que fait le cinéma, c'est ce que fait la télévision. C'est ce que tu dois faire si tu veux capter l'attention. Les étalagistes savent bien cela. En effet, un fabricant de marora avait distribué à chacun de ses revendeurs un matériel d'étalage contenant 2 rats vivants. Et bah figure-toi que durant la semaine durant laquelle les rats étaient exposés, les ventes atteignirent 5 fois leur volume normal.
Les spots publicitaires à la télévision abondent en techniques spectaculaires de marketing. Assieds-toi ce soir devant ton poste et analyse les méthodes publicitaires. Vois comment ce médicament anti-acide change la couleur de l'acide dans le tube à essai alors que son concurrent ne produit aucune réaction. Vois comment cette lessive détache instantanément cette chemise dont le blanc redevient éclatant alors que cette même chemise reste grise avec une autre lessive. Une voiture exécutant une série de virages nous frappe davantage que toutes les explications du monde. Des visages satisfaits et radieux accompagnent la plupart des produits. Les publicitaires savent mettre en vedette les avantages de ce qu'ils ont à vendre pour nous pousser à acheter. John, l'un des participants aux formations de l'auteur, mit fin aux remontrances du directeur d'une grande entreprise de parfumerie qu'il avait mandaté pour effectuer une enquête sur le marché des produits de beauté. Le directeur n'était pas satisfait des méthodes utilisées par John et lui fit savoir par téléphone avant leur rendez-vous physique. Plutôt que de se défendre, John attendit le rendez-vous et sortit dès son arrivée sur la table de l'industriel les 32 pots qui avaient servi à l'enquête. Chacun de ces pots portait une étiquette résumant de manière frappante et vivante les résultats de l'enquête. Et bien non seulement cela supprima toute contestation de la part de l'industriel, mais il devint très intéressé, posa des tas de questions, devint en fait très amical et se dit enfin satisfait de l'enquête. C'était les mêmes faits mais qui avaient été présentés de manière à frapper l'imagination, et quelle différence cela fit dans les résultats obtenus par John. Quand Charles Schwab, le bras droit d'Andrew Carnegie, qui fut l'homme le plus riche de tous les temps aux États-Unis, se rendit compte que l'équipe du chef d'atelier d'une de ses usines produisait moins que la moyenne, et ce malgré les stimulations, les encouragements ou encore les menaces de renvoi, il décida de mettre en application ce principe. Il prit une craie et marqua à l'endroit où tout le monde pouvait le voir le nombre de coulées réalisées par l'équipe de jour à la fin de la journée. Lorsque celle-ci revint le lendemain, ce nombre avait été remplacé par l'équipe de nuit par un plus gros. À partir de ce moment-là, une compétition se mit en place et rapidement cet atelier devint le plus productif du secteur. Voici ce que Charles Schwab nous disait à propos du principe. Lorsque tu veux obtenir des résultats, stimule la compétition. Ne le fais pas par l'appât du gain mais par une émulation plus noble, comme le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de se surpasser. Harvey Firestone, le fondateur de la célèbre marque de pneumatiques qui emploie 23 000 personnes à travers le monde, disait « J'ai constaté que l'argent seul n'a jamais suffi à faire agir les hommes de valeur. Ce qui les tente, c'est la lutte, les risques, la possibilité de vaincre, de se dépasser. Toutes les compétitions n'ont pas d'autre mobile que celui-là, le désir d'exceller et d'affirmer son importance. » C'est la fin du 3e chapitre de comment se faire des amis et influencer les gens. Tu y as appris 12 moyens de rallier les autres à ton point de vue. La prochaine vidéo portera sur le 4e et dernier chapitre du livre et tu y apprendras comment être un leader, ou plutôt 9 moyens de changer l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Je te laisserai le lien en description où tu pourras le cliquer à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur j'aime et partage-la, ça m'aidera beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et on se dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo.